donc on va démarrer ce talk. Alors, moi je m'appelle Pauline, je suis data scientist chez Air France. Et moi je m'appelle Nicolas, data ingénieur chez Xebia, et j'épaule les équipes de data scientist chez Air France pour l'industrialisation. Donc nous on travaille principalement sur l'industrialisation en fait, de moteurs de machine learning pour la personnalisation client. Alors il n'y a pas que ça chez Air France, mais le cadre de Solk va en fait être sur ces cas d'usage là. Donc en fait il y a un an, on avait pas mal de POC autour de la personnalisation de l'expérience client chez Air France. Donc on se retrouvait avec un certain nombre de POC, le métier assez content de ces POC, mais au final on s'arrête là, quoi. On ne va pas plus loin. Donc bon. Et il s'est trouvé qu'un jour on nous a dit très bien, bah moi je veux au final que cette personnalisation elle arrive sur mon front-end. On a dit parfait, très bien, donc il faut que ce soit industrialisé et de préférence dans 2 mois. Ah. Donc c'est là qu'on s'est retrouvé embarqué donc, dans cette aventure, dans cette journée, pour l'industrialisation des moteurs de machine learning chez Air France. On ne savait pas vraiment comment y aller et donc on a traversé toute une phase de haut et de bas dans ce projet. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est surtout les bas, parce que c'est là qu'on apprend le plus de choses. Les bas, les erreurs à éviter et ce qu'on en a appris. Donc on va vous présenter nos solutions. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité pour tous, mais en tout cas c'est ce que nous on a pu apprendre. Ouais. On ne va pas rentrer dans le détail du use case, ce ne sera pas l'objectif de ce talk-là. Donc si jamais vous avez des questions, après on pourra en discuter ensemble. Donc on va commencer par un petit point sur la data science chez Air France. Alors pourquoi? Parce que ça va vous donner un peu plus de contexte sur comment on a démarré. Donc, les mathématiques appliquées chez Air France, c'est une longue histoire d'amour. Ça a commencé dans les années 1950 avec l'introduction des techniques de recherche opérationnelle pour le planning des personnels navigants. Voilà, donc c'est quand même assez long. La recherche opérationnelle, ce sont des techniques de mathématiques qui sont utilisées assez largement, en particulier dans l'aérien. Et c'est ce qui fait en fait que Air France s'est penché assez vite sur le support à la décision grâce aux mathématiques. Ensuite, on a un gros ellipse temporel entre les années 50 et aujourd'hui où l'usage des mathématiques a largement dépassé le cadre du planning des personnels navigants et s'est retrouvé appliqué à plein d'autres domaines métiers comme le revenue management, le cargo, la finance, l'exploitation sol et j'en passe encore. Et aussi, plus récemment, sur le CRM et la personnalisation de l'expérience client. Donc, récemment, dans les dernières années, il y a eu un énorme boom de l'utilisation du machine learning chez Air France. Et c'est ce qui fait que notre service en fait, est passé à un total de 120 ingénieurs, donc data scientists et ingénieurs en recherche opérationnelle, spécialisés dans le support au métier sur ces questions-là. Et on est localisé groupe Air France KLM, donc à la fois à Paris et à Amsterdam. Donc, ce boom, en fait, il a rendu d'autant plus important le fait qu'il faut absolument qu'on industrialise nos moteurs. On ne peut plus avoir X manières d'industrialiser nos applications. Il faut qu'on arrive à trouver une certaine standardisation qui nous permette de s'y retrouver et aussi de faciliter le travail de tous. Mais le gros message à retenir, c'est que finalement, cette aventure d'industrialisation, elle a été largement supportée par les connaissances qu'on avait en recherche opérationnelle et donc l'habitude qu'on avait d'introduire les mathématiques appliquées dans l'IT d'Air France KLM. Un autre point important d'organisation, et après je ne vous embête plus avec ça, c'est la partie en fait, sponsorship. On a eu aussi assez tôt une aide en fait, d'une entité qui s'appelle Customer Data Management, dont l'objectif est de définir et d'implémenter la stratégie d'Air France KLM autour de la donnée client. Et donc c'est cette organisation qui va gérer le portefeuille des use cases, nous soutenir, nous sponsoriser, prioriser aussi nos travaux et coordonner aussi les différentes équipes IT qui vont nous aider à mener à bien ces projets. Donc ça aussi c'est vraiment un énorme sponsor et un sponsor clé pour arriver au bout de nos projets. Mais revenons au tout début. Donc au tout début, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier n'était pas forcément convaincu. On savait intuitivement que l'utilisation de la donnée pourrait apporter énormément à l'expérience client chez Air France KLM. Ok, très bien. Donc on a quelques data scientists en interne, on va les faire travailler là-dessus. Bon,
Donc, bon, pour l'instant, rien de prouvé, rien de démontré, la valeur, elle n'est pas encore là. Donc, le data scientist doit se débrouiller un peu tout seul. Bon, il lui faut des données. Donc, où est-ce qu'il va chercher ces données? Et ben, là où il a beaucoup de chance, en fait, chez Air France, c'est qu'on a historiquement un data warehouse. Donc, le data warehouse, lui, c'est un endroit qui va centraliser les données d'Air France KLM et du coup les pré-mâcher pour les autres départements d'Air France KLM. Parce que les données initiales de réservation sont assez compliquées et assez lourdes à traiter, et donc on a les équipes de data warehouse qui vont les travailler et les mettre à disposition. Donc on passe de fichiers JSON assez monstrueux à finalement des tables assez classiques qu'on peut utiliser en Pandas, et on est très content. Donc on va récupérer ces données historiques du dataware, et finalement, en local, avec nos ordinateurs, on va arriver à faire des proof of concept assez facilement, on peut dire. Enfin, facilement, non, il y a des hauts débats aussi, mais on va passer l'étape d'exploration, on dit que ça marche. Le métier est content, voit les effets, voit ce que ça peut lui apporter. Et bon, la ellipse temporelle d'un an ou deux avant qu'on se dise « Ok, on part en production ». Mais là, on y est. Et moi, je me dis au final, bon, bah, mon POC sur mon ordinateur, finalement, il marche assez bien. Je pourrais juste envoyer les prédictions aux autres équipes d'IT, et puis voilà. Donc mon POC, finalement, c'est un peu de la prod, non? Bah en fait, ton POC, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même de l'envoyer en production. Parce qu'en fait, il faut quand même réaliser que un moteur dit industriel, ça nécessite beaucoup de choses, beaucoup d'éléments clés auxquels il faut être capable de répondre. Et donc il est possible en fait de faire un parallèle entre qu'est-ce qui va être un moteur justement en mode POC qui marche sur sa machine d'un moteur industriel. Par exemple, de ton côté, j'imagine que tu dois avoir tes notebooks peut-être Jupyter et tu fais du R. Ouais, je fais ça. Je fais ça et ça marche plutôt bien. Ok, j'appuie sur des cases, c'est un peu répétitif et je suis obligée d'envoyer toutes les semaines les fichiers à mon métier, mais t'as quelque chose, tu vois quelque chose qui pourrait m'aider ou... En fait, déjà, le problème derrière ça, c'est que tu le fais tourner sur ta machine, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Peut-être que ton business est très content pour avoir des premiers retours. Ça lui permet de se dire, ok, on est capable de faire du machine learning, certes, on a des résultats, c'est sympa, mais ton business, il va vouloir ces résultats de plus en plus souvent, de façon plus fréquente. Peut-être qu'aujourd'hui, il te le demande toutes les semaines, voire tous les mois, ça peut être du reporting. Peut-être que demain, il va vouloir être capable d'avoir ses prédictions tous les jours, toutes les heures, voire toutes les minutes. Donc tu vas peut-être pas t'amuser à faire ça dans ton coin toutes les minutes, ça risque d'être un petit peu long et risque d'avoir une sacrée panoplie de mails qui va être envoyée. Donc ça va être quelque chose qui sera juste ingérable. Ouais, je crois qu'on a eu des mauvais retours d'expérience sur les POC qui sont restés des POC. C'est exactement ça. Bon, après, en fait, mon code, je pourrais simplement du coup l'envoyer à d'autres équipes IT et puis elles le prennent et elles se chargent de le faire tourner régulièrement pour moi, non? Comme ça, je peux avoir mes week-ends. On pourrait partir sur le principe aussi que de cette façon-là, ça irait très très vite. À mon avis, tes POC, tu as dû t'amuser à les faire en R, parce que c'est un langage que tu maîtrises très bien, que tu trouves très drôle. Il est bien. Mais quand on va passer à une phase industrielle, ça va tout de suite être un petit peu plus compliqué, parce que c'est pas forcément des langages qui sont adaptés à l'industrialisation. Il y a énormément de contraintes qui vont être appliquées à ça et on ne pourra pas aller plus loin. Non. Donc, moi, ce que je te propose, c'est, je comprends tes problématiques, je vois ce que tu veux faire. Je vais te montrer par rapport à ton schéma, par rapport à ta vision actuelle où tu vas récupérer tes données depuis ton data warehouse, qu'est-ce qu'il va te falloir en vrai pour être capable en fait d'industrialiser tout ça. Parce que quand on est dans son monde à l'origine, où on va être capable de récupérer des données en local, faire son machine learning de façon locale sur sa machine, c'est beau, mais en fait il y a tout un environnement derrière. On a pu en parler rapidement, c'est que le data warehouse, en fait, il va déjà avoir injecté des données, il va avoir pré-mâché un travail. Donc il y a déjà cette partie-là qui peut avoir de l'importance de connaître et de comprendre. On va également maintenant vouloir être capable de faire peut-être de la prédiction de façon live, de façon un peu plus rapide, peut-être à la minute, peut-être à l'heure, à voir. Donc il va nous falloir une plateforme qui est capable d'injecter de la donnée en live, sur laquelle on va vouloir être capable de réaliser des prédictions. Pour faire ces prédictions, forcément, on a besoin de modèles calibrés. Ces modèles, on va vouloir les calibrer sur un historique de données, histoire d'être pertinent. Donc on va pouvoir se baser sur les données du data warehouse pour faire ça. Et bien sûr, à la fin, on va vouloir être capable d'exposer ces données-là, enfin d'exposer ces prédictions et du coup les scores d'appétence qu'on va avoir par rapport à nos utilisateurs. Pour le coup, dans le cas d'usage qu'on présente ici, on ne va pas faire de la prédiction à la demande. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des modèles qu'on va décider d'exposer à un utilisateur. On va récupérer des données d'utilisateurs sur lesquelles on va aller appliquer des modèles de machine learning auxquels on va stocker du coup les appétences de l'utilisateur qui seront par la suite remontées.
à l'inverse de la prédiction à la demande, où un utilisateur renseignerait ces informations, comme on pourrait avoir par exemple sur un browser classique, où un utilisateur fait une recherche et on pourrait lui ressortir ses prédictions par rapport à ça. Nous, ici, l'industrialisation qu'on a fait n'est pas basée là-dessus. Également, une dernière partie, c'est que une bonne partie de tes POC était fait en local sur un faible volume de données. Tu vas peut-être vouloir passer à l'échelle et commencer à traiter un plus gros volume de données. Donc ton PC, ça va être compliqué de continuer à travailler là-dessus. Il va falloir commencer justement à envisager une plateforme d'exploration qui va te permettre de traiter cette forte volumétrie de données et peut-être passer à des outils qui sont faits pour ça. Parce que faire du Python en local sur sa machine avec du scikit-learn, ça marche un moment. Quand tu as quelques milliers, voire quelques millions de lignes, quand tu commences à avoir des milliards de lignes, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et tu auras ces problématiques-là. Donc là, ce que je te présente, c'est histoire d'avoir une idée un petit peu plus complète de ce que veut dire un moteur industrialisé, et surtout un environnement live à peu près complet. Ça reste énormément théorique parce que pour le moment, quand on présente ça, on n'a pas forcément encore été voir l'IT Air France KLM, et savoir est-ce que c'est possible en fait de faire ça. Donc la vraie question, et l'une des premières problématiques qu'on va rencontrer pour être capable de marcher vers ce chemin-là, certes on a peut-être une idée de la route qu'on va emprunter, mais on n'a pas encore tout fait. Première étape, ça va déjà du coup récupérer les compétences pour pouvoir faire ça et essayer du coup de se créer une communauté autour de ça. Parce que là, en fait, depuis le début, on a un peu triché. On a quand même des data engineers qui vont nous aider à monter l'architecture. Mais au début, il n'y a pas. Il y a le data scientist tout seul avec son petit POC, et puis d'un coup, il faut passer à l'échelle. Et là c'est un peu un premier bas qu'on veut surtout montrer qu'il faut éviter. Donc tout ça, ça peut être un peu représenté comme un voyage, où au début, on a notre data scientist qui est assez fort en statistiques, en machine learning, en intelligence artificielle. Il a été recruté pour traduire des challenges business en projet data science, qu'il a très bien fait, où il a montré des POC, montré qu'il était possible d'ajouter de la valeur. Mais voilà, donc c'est un petit POC sur son PC, et d'un coup, on lui demande d'ingérer tout un tas de données en temps réel, et puis surtout de les exposer en temps réel, par exemple sur l'application mobile. Tout seul, voilà, ça peut être possible, et bon. Il va lui falloir un petit trampoline et quelqu'un pour l'aider avec des compétences, des vraies compétences en big data, en architecture projet, en développement, en particulier en développement, très important, pour pouvoir l'aider à traverser ces épreuves-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que chez Air France, on a souhaité en fait, que les data scientists soient actifs, prennent une part réellement active dans le développement des projets de machine learning industrialisés. Donc c'est une conviction qu'on déroulera un peu après. Donc, une fois qu'ils sont ensemble, et qu'ensemble ils ont à la fois cette combinaison de compétences mathématiques et de connaissances de développement, ils vont pouvoir remonter la pente. Bon, alors, ils remontent la pente, ça a l'air assez linéaire comme ça. Dans la vraie vie, lui, il connaît pas trop le développement, donc bon, il va passer par une phase de « Ah, il faut que je fasse des tests unitaires !» C'est quoi ça? Ça marche, non? Et l'autre lui dit « Mais tu veux entraîner après prédire, mais tu veux pas juste prédire. » Non, non. Bon, il faut une phase où mutuellement on va se comprendre, on va apprendre l'un de l'autre pour au final arriver ensemble en haut de cette montagne, on va dire, jusqu'à un produit live. Et donc de ça, nous on a retenu deux choses assez importantes. C'est que finalement c'est des rôles et c'est pas des personnes, data scientist, data engineer. Aujourd'hui, les gens viennent de backgrounds vraiment très différents. Donc certains sont assez appétents au développement, ont développé une impétence aussi pour le machine learning, donc ils sont bons dans les deux. Des fois, il y en a qui aiment beaucoup l'un ou beaucoup l'autre. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment des rôles et pas des personnes. Voilà. Donc il faut vraiment volontairement garder la frontière floue pour que tout le monde y trouve son compte et que les projets puissent avancer dans la joie et la bonne humeur. Et aussi, il y a une autre chose qui est très importante, pour nous qui est assez clé, c'est que le data scientist doit avoir une sensibilité aux problématiques de mise en production. C'est important parce que sinon, en fait, lui, il a un objectif en tête, c'est qu'il doit fournir un modèle le plus performant possible. Donc s'il a que cet objectif en tête, sans avoir l'autre objectif, qui est l'objectif de mettre en production un produit data robuste et simple à implémenter et rapidement, il va aller directement vers quelque chose de très compliqué, en ratant peut-être des étapes intermédiaires où on aurait, en faisant un compromis sur la performance mathématique, un outil ou un produit, un modèle qui irait rapidement en production avec des niveaux de performance tout à fait acceptables. Donc voilà, c'est un élément assez important qu'on a retenu.
Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on a tout le monde pour faire notre projet, tout ça c'est très bien, mais ça ne nous donne toujours pas ça. Comment on va le faire? Bonne question. Et donc là, on se pose vraiment la question, comment on va packager nos projets de data science? Et en particulier ici, comme on a un gros volume de données, on a beaucoup travaillé en Spark. Donc déjà, le data scientist ou data engineer vont se mettre dans une salle et se dire, bon, bah, très bien, mais finalement, avant de pouvoir packager quelque chose, on va se demander ce que ça va faire. Donc, toi, ta data science, est-ce que tu peux me l'expliquer assez simplement? Parce que j'imagine que ça doit toujours être un peu la même chose. Bon. Bah, au final, oui, c'est un peu toujours la même chose. Après, sous le capot, ça peut être différent, mais bon. Il y a toujours une étape où on va créer notre coquille vide, qui est notre modèle. Notre modèle, c'est quoi? C'est dégager un certain nombre de variables explicatives, qu'on appelle aussi en anglais du coup le features engineering, et les appliquer sur notre algorithme favori. Donc ça peut être un réseau de neurones, une régression logistique, une VM, peu importe. Et donc on a notre coquille vide, mais maintenant il faut l'entraîner. Et donc pour ça, eh ben, il nous faut aussi un dataset de calibration, d'entraînement, qui peut être gros, long, large, on peut demander beaucoup d'historique, on va embêter la prod pour avoir de l'historique d'ailleurs. Mais... Et on va faire une étape d'entraînement qui va nous donner notre modèle entraîné. Et c'est avec ça, uniquement à cette étape-là, qu'on va pouvoir réaliser des prédictions. Donc une fois qu'on aura entraîné notre modèle, on va pouvoir l'utiliser sur des nouvelles données de prédiction pour faire les choses qui nous intéressent. Donc ici, prédire les scores d'appétence des clients. Donc au final, on regarde ça ensemble et on se dit, bah, toi, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de, en fonction d'un setup, de pouvoir à la fois entraîner et prédire. C'est assez simple finalement. En soi, c'est assez simple, mais il y a quand même une contrainte supplémentaire qu'il va falloir qu'on prenne en compte, c'est que ces notions de pipeline vont aussi devoir s'appliquer sur de la forte volumétrie. Qu'il ne va pas falloir oublier justement, c'est qu'on a été capable de faire des POC en local, des POC qui pouvaient se baser sur des données qu'on était capable de gérer sur une seule machine, non distribuée, et qu'on pouvait utiliser avec des frameworks classiques Python, comme du scikit-learn. Là, on se retrouve à devoir gérer des problématiques de données distribuées. L'avantage qu'on a eu, c'est que Spark, ça va être un framework qui va nous permettre de répondre à une bonne partie de ces questions-là, surtout pour tout ce qui va être les notions de calcul distribué. Spark en plus va embarquer une brique de machine learning, SparkML, qui va nous permettre de simplifier ce travail-là et surtout de ne pas perdre le data scientist. Parce que comme on a pu voir juste avant, les étapes de construction d'un modèle restent assez similaires. C'est-à-dire qu'on va faire du feature engineering, où on va aller extraire nos features, sur lesquelles on va vouloir appliquer un modèle de machine learning. Ces notions-là, c'est des notions qui sont reprises par SparkML, où on va avoir des notions de transformer pour toute la partie de feature engineering et des notions d'estimator qui vont correspondre à l'algorithme qu'on va vouloir appliquer sur nos données. Et de la même façon qu'on a pu présenter juste avant, là, à partir de ce moment-là, on a un pipeline où on va avoir des transformers, un estimator. Ça nous donne une notion de modèle, mais ça reste une coquille vide parce qu'on n'a pas encore des poids. On va être capable, avec ce pipeline, de le fitter, c'est-à-dire de l'entraîner avec un dataset de training. Une fois qu'on va lui avoir enseigné justement ce dataset, on va ressortir avec un modèle qui est entraîné. Et ce modèle entraîné pourra être utilisé par la suite pour faire toutes les opérations de prédiction. L'une des raisons pour laquelle Spark a été utilisé justement dans ce cas d'usage, il y en a plusieurs. D'une, déjà, grâce à ce framework-là qui permet de ne pas perdre complètement les data scientists. Et de deux, parce qu'il va y aussi y avoir une API Python. Et un data scientist, vu que Pauline a pu l'expliquer tout à l'heure, le data scientist a une grosse part dans toute cette notion d'industrialisation, c'est le data scientist qui va se retrouver à coder. Et le data scientist, il n'était pas prêt à passer à du Scala ou à du Java. Il voulait rester dans un langage qu'il connaît et qu'il maîtrise. Donc pour le coup, c'était juste parfait. Spark nous apporte aussi les notions de distribution qui sont parfaites. Et également, comme Pauline a pu le préciser juste avant, un modèle de machine learning, on va avoir une séparation assez nette entre une partie de training, où on va vouloir en ressortir un modèle entraîné, et une partie de prédiction, qui sont deux étapes qui peuvent être totalement décorrélées. Spark, avec ses notions de pipeline model, le permet également, où on va entraîner un pipeline, pour ressortir un pipeline modèle qui sera notre modèle entraîné, qui sera la fin de notre zone de training. Et par la suite, on pourra le réutiliser pour la partie de prédiction. Ces pipeline modèles, en plus, ont l'avantage de pouvoir être sauvegardés et rechargés.
et ce, à travers différents langages. Bon, il y a quand même des contraintes quand je dis ça, c'est-à-dire que si jamais vous allez entraîner votre modèle avec du Python en Spark, quand vous voudrez le recharger dans un contexte Java ou Scala, qui pourrait forcément se poser sur votre partie live, bah, il faudra surtout éviter d'avoir des UDF codés en Python. Pour UDF, c'est pour des User Defined Functions, où par exemple vous avez besoin de faire des petits traitements qui ne sont pas forcément disponibles dans Spark. Vous commencez à les développer en Python, bah, là tout de suite vous serez plus capable de récupérer ce côté-là en Scala ou en Java. C'est des notions en fait à savoir et sur lesquelles en fait il faut savoir en tirer parti. Ce qui a été fait chez Air France, c'est qu'il y a une bonne partie des modèles où justement on était capable de faire cette séparation propre en utilisant une bonne partie de ce qui est natif dans Spark pour être capable de faire un training complet en Python et de rapporter ces modèles-là dans du Java. Ça fonctionne très bien. Forcément, il y a quand même certains modèles où c'est pas le cas et on se retrouve du coup à devoir faire des briques de training en Python et également des briques de prédiction en Python. Ça répond juste à une première problématique qui est de comment est-ce qu'on va tirer parti de cette forte volumétrie, d'être capable de faire du machine learning là-dessus. Par contre, ce qu'on n'a pas encore parlé et qui est la phase un petit peu compliquée, ça va être comment est-ce qu'on va créer des packages, surtout en Python. Quand on fait du Java et du Scala, mine de rien, c'est un peu plus standard, on a l'habitude de déployer tout ça. Déployer du Python en production, c'est un peu plus rare. Surtout les équipes IT, en général, elles ne sont pas habituées à ça. Et ils n'ont pas trop envie de le faire. Parce que quand on va faire du Python, très rapidement sur Spark, on va avoir des problématiques de dépendance. Donc vous allez me dire, oui, on peut gérer, on a des environnements virtuels, etc. On va les installer sur nos nœuds, ça va bien marcher, mais c'est très vite très compliqué quand on veut se mettre à utiliser une version d'une librairie bien particulière qui peut poser des problèmes par rapport à une autre. Et là, on se retrouve dans les méandres de Python où ça devient très vite compliqué. Une solution qui a décidé d'être adaptée chez Air France, c'est de se dire, on a besoin de faire des packages et on veut essayer de faire la sauce de ce qui se passe côté Java et côté Scala. C'est-à-dire que quand vous avez des jobs Spark en Java ou en Scala, vous êtes capable de créer ce qu'on va appeler des Uber jars. Des Uber jars, ça va être des jars qui vont contenir toutes les dépendances nécessaires à ce que votre job puisse tourner. C'est-à-dire les dépendances d'une librairie à la version spécifique que vous voulez. En Python, il y a un principe plus ou moins similaire qui existe, qui va être la notion de PEX. PEX, c'est du Python exécutable. Mais derrière le Python exécutable, il va y avoir l'idée qu'on va être capable de créer un package dans lequel il va y avoir notre code, mais également toutes les dépendances nécessaires pour que ce code puisse être exécuté avec les versions dont on a besoin. Donc là, on s'était dit, bon, c'est cool, on va pouvoir utiliser ça. Bon, petite problématique, Spark, ça ne gère pas les PEX. Ça ne gère pas de façon naturelle. Donc forcément, il a fallu redévelopper une petite brique pour être capable de pouvoir déployer ces PEX-là à travers des jobs Spark. Mais quelque chose qui est réalisable. Donc passer ces étapes justement de packaging, qui sont assez compliquées mais qui peuvent être gérables, il est possible en tout cas de déployer du Python en production. Ça reste très compliqué, il y a pas mal de problématiques à gérer, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Donc à partir de cette étape, on se retrouve et on se dit, bon ça y est, on a réussi, on l'a peut-être fait en mode one-shot, mais on a réussi à déployer pour une fois, on a réussi à entraîner nos données, on a réussi à entraîner nos modèles sur de l'historique, on est capable maintenant d'ingérer des données en live et on applique nos modèles à chaque fois que de nouvelles données arrivent. Du coup, à ce moment-là, on se dit, bon, super, on est super content, ça fonctionne. Et du coup, à ce moment-là, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder. Moi, j'ai développé du coup un peu sur mon ordi avec les données qu'on avait en historique parce que la prod ne veut pas encore nous donner les données. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, on n'a pas les mêmes données. Je pensais que ce serait des choses assez standards. J'utilise des informations assez standards. Hein. Le niveau de tir d'une personne, c'est sa carte Flying Blue. Donc, s'il voyage beaucoup, il est gold. Et en fait, en fonction de l'endroit du SI, c'est pas écrit de la même manière. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, il n'y a plus rien, quoi. En fait, à partir de ce moment-là, on se rend compte que toute notre industrialisation, elle était peut-être belle sur le papier, mais ça marche pas. Ça marche pas, on était certes contents, mais en fait, non, il reste plus que nos yeux pour pleurer, mais on va quand même y arriver. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on va être obligé de faire un petit détour et de se dire, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour être sûr que les données sur lesquelles on entraîne notre modèle vont être les mêmes que celles sur lesquelles on va réaliser nos prédictions, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Parce que pour la petite histoire quand même, du coup, on a dû refaire du masking à la main de toutes les données pour voir ce qu'il faut. Donc pour vous éviter ça, voilà la suite. C'est ça, c'est des questions qu'il faut se poser très tôt. Parce que dans notre cas, justement, on allait avoir un data warehouse qui allait avoir un historique complet de données.
une plateforme de production live qui allait récupérer uniquement les données nécessaires pour ces cas d'usage. Et également, cette plateforme de production n'avait pas de souci d'historique parce qu'ils n'en avaient pas besoin jusqu'à maintenant. Mais la grosse problématique, c'est que les deux font pas le même data processing, décident de ne pas calculer les champs de la même façon et on n'a aucun intérêt. Donc, une solution qui a été décidée côté Air France, en fait, dans ce cas de figure-là, il y aurait deux solutions possibles. Soit on va demander aux deux plateformes d'aligner leurs données, histoire d'avoir des données équivalentes et qu'on puisse continuer à faire nos notions de training sur nos notions de data warehouse. Ou sinon, une autre façon, qui a été opérée chez Air France, va être de dire notre environnement de production, notre environnement live, va devoir générer de l'historique. Comme ça, on sera capable de prédire, d'entraîner sur des données d'historique. Donc on se retrouve à passer justement d'une architecture qui était assez sympa et qui, dans les règles $, semble pas mal, à en fait avoir un système qui va s'occuper d'ingérer de la donnée en live et également de gérer tout un système d'historique. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on avait déployé ça, ça y est, il était temps, on a réussi, après pas mal de labeur, à déployer un premier modèle de machine learning en production. Donc à partir de ce moment-là, c'est la fête, on est tous contents. Il y a les prédictions, on se dit c'est bon, on peut rentrer chez nous, on peut aller dormir, on a fini. En vrai, c'est jamais le cas. Il y a toujours une étape et en fait, il faut toujours aller plus loin. On a certes déployé un premier modèle sur lequel on est fier, on a des données qui remontent et autres. Par contre, on va toujours vouloir faire évoluer. Le métier, un jour, va nous dire, bon, maintenant, on aimerait peut-être intégrer de nouvelles features. On a de nouvelles données qui viennent de rentrer. On voudrait peut-être tester de nouveaux modèles. Peut-être que de base, on avait fait une régression logistique parce que ça permettait d'aller très vite. Peut-être que maintenant, on voudrait tester un réseau de neurones. Le problème, c'est que notre modèle, nous, de base, il a été fait pour être un peu du one-shot et se dire, on a été rapide. Maintenant, il va falloir qu'on soit capable de capitaliser sur ce qu'on a fait, parce qu'il va falloir qu'on soit capable d'améliorer le time to market. Si à chaque fois qu'on développe un nouveau modèle ou une nouvelle version, on se retrouve à tout traverser, on est juste foutu. Et donc c'est à partir de ce moment-là que va se poser les questions, vu que le data scientist est très impliqué justement dans tout ce qui va être développement des modèles, la question justement du craftsmanship dans la data science. Le craftsmanship, pour moi, c'est plutôt ce qu'on récupère dans les boutiques souvenirs. Donc bon, peut-être, mais c'est pas ça, non hein. Non, c'est pas ça. Justement, le craftsmanship, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu dans le domaine de la data science, mais comme Pauline a pu l'expliquer tout à l'heure, vu que le data scientist et le data engineer sont des rôles et pas des personnes, il va falloir justement faire évoluer les mentalités et de se dire que en fait, un data scientist peut et doit avoir justement ces notions de craftsmanship. Et en fait, des notions de craftsmanship, ça va plutôt être le fait d'être capable de faire évoluer son code. Et qui dit évolution dit être sûr que le code n'embarque pas de régression. Pour faire évoluer de façon propre son code, il va forcément falloir qu'il soit bien compartimenté, etc., etc. Ça embarque en tout cas toute une complexité supplémentaire pour un data scientist dont ce n'était pas le rôle de base, mais qui a besoin justement de connaître tout ça. Forcément, quand on va parler de craftsmanship, il va y avoir des évolutions supplémentaires appliquées sur le code. On va avoir des tests à lancer de façon plus récurrente. On va également faire de la qualité de code. Toutes ces notions-là, du coup, un data scientist, de base, il va se dire, OK, moi avant, j'avais juste à faire mes développements, j'étais content, on m'embêtait pas avec ces tests unitaires, on m'embêtait pas avec ces qualités de code, c'est cool. Mais moi, j'en ai marre de tout lancer à la main. Donc on va commencer à se poser justement les problématiques d'intégration continue. Parce que le data scientist, il en a marre de toujours devoir lancer ça. Donc l'idée derrière l'intégration continue, ça va être justement cette notion qu'il va y avoir des changements assez récurrents qui se passent, et on veut être sûr que chaque modification effectuée sur des codes n'embarque pas de régression, et permet justement d'avoir une continuité sur nos évolutions. De même, l'intégration continue va embarquer des notions d'automatisation. Et la raison pour laquelle est-ce qu'on va vouloir automatiser tous ces process, c'est parce que mine de rien, le data scientist, il commence à devenir développeur, et tout bon développeur, en fait, est un flemmard. Et donc il va vouloir optimiser toutes ces parties-là, et surtout les automatiser, parce que lancer des tests une fois, c'est cool, 2, ça passe, 3, c'est déjà trop. Et donc, vu que le data scientist, justement, commence à rentrer dans ces notions de développement, va également y avoir la question d'utiliser en tout cas une usine de développement. Parce qu'au début, le data scientist, il est content, il faisait son exploration sur ses notebooks Jupyter. Il allait être capable de passer d'un notebook à du code industriel avec des IDE comme par exemple PyCharm. Mais aller plus loin, c'était pas forcément standard. Maintenant, il va falloir justement commencer à embarquer toutes les notions d'intégration continue. Donc il va y avoir des notions de versionning, des notions de build automatique. Et également une dernière étape qui va être la notion de continuous delivery.
où il va falloir se dire chaque modification de code peut être un nouveau livrable. Pas forcément déployé en production, mais en tout cas faire un nouveau livrable. À partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose, c'est qu'un data scientist va du coup être capable de pousser de nouveaux modèles en production. Il va être capable de pouvoir tester de nouvelles choses. Sauf que dès qu'on commence à intégrer de nouveaux modèles, on va avoir besoin justement d'être capable de faire du versionning de modèles, d'être capable de traquer mon modèle, sur quelles données est-ce qu'il s'est entraîné. La prédiction que j'ai réalisée, que j'ai remontée à mon utilisateur, elle provient de quel modèle? Et en gros, on va se retrouver avec toutes ces problématiques. Tout à l'heure, avec Zina, vous avez pu entendre parler justement de notions de data lineage. Là, il va y avoir aussi des notions de lineage, mais en termes de prédiction. C'est-à-dire, telle prédiction, elle a été effectuée avec quel modèle, et ce modèle-là est entraîné avec quelles données. Vous avez besoin en fait d'avoir ces notions-là complètes. Ce qui fait que pour chaque modèle, vous allez devoir sauvegarder des métriques supplémentaires, connaître le jeu de données sur lequel il est entraîné, à quelle période il est entraîné, être capable de le versionner également. Toutes vos prédictions, vous allez également maintenant devoir rajouter des métriques à vos prédictions, savoir les modèles qui ont été utilisés, avoir des identifiants par prédiction, histoire d'être capable de récupérer des métriques dessus. Parce que forcément, quand on a plusieurs modèles, on veut faire ce lineage. Mais il y a aussi une raison pour laquelle on va vouloir faire ce lineage, c'est qu'on a plusieurs modèles. Lequel de ces modèles est le plus pertinent et le plus efficace en production? Donc forcément, à partir de ce moment-là, vous allez avoir besoin d'introduire des notions dites de feedback loop, où votre prédiction redescend jusqu'à l'utilisateur, mais l'utilisateur il va soit décider d'accepter votre prédiction ou pas. Vous allez avoir le vrai retour de savoir est-ce que votre prédiction est utile ou pas. À ce moment-là, du coup, vous serez capable de calculer les métriques de vos modèles et peut-être d'arriver à faire de l'A/B testing. Mais tout ça nécessite du coup d'avoir de vraies problématiques sur ce versionning de modèles. Et à partir de ce moment-là, en fait, on arrive justement sur un schéma qui est un peu plus complet, où on commence à avoir un système qui va être un peu plus autonome, où on va avoir des prédictions, on va être capable d'entraîner de nouveaux modèles, de tester de nouvelles choses beaucoup plus rapidement et d'avoir du retour dessus. À partir de ce moment-là, on arrive justement à une architecture un peu plus complète, où on peut se dire qu'on est arrivé à la fin de notre premier voyage. En fait, à la fin du voyage où on s'est dit, ça y est, on a un projet de machine learning qu'on a été capable de mener de bout en bout. La vraie problématique qui se pose, c'est que ça ne s'arrête jamais. On n'a vraiment jamais fini. Promis, c'est bientôt fini, mais il reste quand même une dernière étape. C'est de se dire que là, on vous a présenté l'industrialisation d'un projet de machine learning. Chez Air France, et comme dans toutes les autres compagnies, vous n'allez pas industrialiser un moteur. Ce n'est pas ce qui va vous intéresser. C'est de se dire, j'ai certains moteurs, peut-être là pour de la personnalisation client, mais vous allez sûrement avoir d'autres cas d'usage sur lesquels vous allez vouloir faire du machine learning. Ce qui va peut-être se passer, c'est que chacun va commencer son voyage. Tout le monde va partir dans son coin, va rencontrer les mêmes challenges. Ce qui fait qu'on va assez vite pas forcément perdre en efficacité, mais chacun, traversant son chemin, va prendre du temps et va faire un voyage qui est différent. L'idée, c'est que la step d'après, il est temps de récupérer, en fait, comment on pourrait dire ça? Il va être temps de récupérer l'expérience qu'on a pu tirer de tous ces chemins différents, de tous ces parcours qu'on va avoir pu traverser, histoire de se dire, demain, on a un nouveau projet de machine learning qui commence. Comment est-ce qu'on peut épauler ces équipes-là pour qu'elles puissent aller le plus vite possible et surtout pas perdre l'avance qui a été fait sur le fait de se dire, on a industrialisé un projet de machine learning, ça a peut-être pris 1 an, ça a peut-être pris 2 ans. Le prochain, il faut que ça aille beaucoup plus vite parce qu'on a les connaissances et on sait comment faire. Et c'est pour ça que chez Air France, il y a une initiative qui a été lancée, il y a une communauté qui est montée en place exprès pour ça, qui s'appelle Data as a Service, que je ne vous présenterai pas là. C'était fini. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour le je voudrais juste savoir pourquoi vous avez écrit ces textes et pas Pour le coup, en fait, justement, on faisait de l'industrialisation de projets Python. Et en Python, on ne pourra pas utiliser du Maven. Justement, si on était sur du Java ou du Scala, ces problématiques auraient été gérées par des outils identiques.
Alors en fait, la notion de PEX, c'est pas l'équivalent de Maven. En fait, la notion de PEX, il faudrait plutôt voir ça comme l'équivalent d'un Uberjar. En fait, ça va être la notion d'avoir un package qui va contenir toutes les dépendances nécessaires à un projet, histoire d'être capable d'avoir un package un peu standalone. Ça pourrait être vu un peu comme un... Enfin, ça va être complètement biaisé comme idée, mais comme un conteneur Docker dans lequel vous auriez mis toutes vos dépendances pour qu'il soit capable de s'exécuter tout seul. Là, dans cette notion de PEX, il y aura toutes les dépendances pour que ton projet soit capable d'aboutir. Excellente présentation. J'ai une question sur un terme de plateforme. On dit que vous avez migré, vous avez data warehouse, vous avez une plateforme. Et à côté, quelle plateforme? Vous avez choisi une distribution Hadoop ou c'est quoi cette notion de plateforme que vous avez mis en place? Alors la plateforme justement qui se trouve pour la partie live, ça va être du Hortonworks. Il y a une bonne partie en fait qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas passé à ce moment-là, c'est que ce voyage en fait il est du point de vue principalement d'un data scientist. Et en fait ces notions-là, le data scientist, il n'en a pas du tout la connaissance. Par exemple, ce qui va se passer chez Air France en bonne partie, c'est que le data scientist va travailler avec des équipes IT qui vont gérer ces plateformes de live, mais n'aura jamais ces connaissances-là, on va dire. Il va travailler avec des équipes qui s'occupent de le gérer, mais n'aura pas forcément son mot à dire. Et en fait, dans la partie historisation en fait, des versionning et lineage que vous avez dit sur le schéma d'assurance, vous n'utilisez pas comme outil Alors là, tout est fait, on va dire, from scratch. Donc ça va être du stockage de métadata sur chacun des modèles. Chaque prédiction va être enrichie de métadonnées supplémentaires pour être capable, à chaque feedback récupéré, d'être capable de retracer, du coup, de pouvoir calculer ces métriques-là. C'est une application que vous avez développée, vous avez utilisé Jenkins pour lancer les émissions. C'est très intéressant, c'est une brique que vous avez construite custom pour Air France. Exactement. C'est open source, vous avez un GitHub ou une chose comme ça? Alors là, je pense que tout reste propriétaire Air France. Sur les notions exactes de cette implémentation, en fait, on va avoir... Enfin, je vais reprendre ma phrase. On a été voir en fait les plateformes de live avec ces problématiques-là, où on leur a dit ce qu'on avait besoin. Et en fait, ces notions-là, c'est pas côté data scientist et côté recherche opérationnelle, justement, où ça a été implémenté. Donc le vrai fond de comment est-ce qu'ils l'ont mis en place, je pourrais pas vous donner toutes les briques. À part vous dire que c'est quelque chose qui est fait en interne, j'aurais pas plus d'informations que ça. Oui, juste pour complémenter, c'est vraiment que des guidelines à ce stade. On n'est pas dans un schéma hyper industriel et voilà, si un jour on arrive à développer dans le cadre de Data as a Service, donc le projet dont Nicolas a parlé à la fin, il tend justement à du coup, développer ces briques qui pourront être réutilisées au travers de tous les autres domaines d'Air France-KLM. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai une petite question. Vous avez dit que le réseau historique que vous avez utilisé. Pareil, la question, c'est que c'était l'outil qui est beaucoup comme tout, parce que vous avez parlé que vous développez comme tâche sur la question. Je suis pas sûr d'avoir entendu. On n'entend pas très bien le retour jusqu'ici. C'est mieux? Un peu, ouais. Pour le repository modèle que vous avez utilisé, est-ce que vous utilisez un repository open source sur le marché? Ou est-ce que pareil, vous avez tout redéveloppé from scratch pour regarder? Pareil, c'est tout redéveloppé from scratch avec juste des arborescences de fichiers dans lesquels on va avoir stocké ce dont on a besoin. Il n'y a pas d'utilisation d'outils pour. Déjà bravo parce que ça fait des années qu'on entend les liens on peut faire la voix de bravo. Donc moi j'ai une question plutôt rapide sur SparkML. Est-ce que, je trouve ça un peu chaud, ça a l'air de s'être hyper bien passé, mais les data scientists ont accepté comme ça la nécessaire restriction de leur liberté qui veut dire qu'ils ne peuvent travailler qu'avec des algorithmes qui sont SparkML puisque c'est pas la même population. De SparkML, est-ce que comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez des cas quand même où vous faites du non distribué? Parce que même si Spark a été utilisé pour le pipeline, la matrice est automatique. Ensuite, pour un modèle qui est distribué jusqu'au bout. Alors, ouais, ça arrive. Effectivement, au début, ça n'a pas été enfin, dire sans douleur. On est plus habitué effectivement à travailler en local avec du scikit-learn. Mais il se trouve après qu'on a eu pas mal de supports, les data scientists ont eu beaucoup de supports et ça les a beaucoup aidés en fait surtout à cruncher les gros volumes de données.
En particulier quand on doit travailler sur des historiques de plusieurs années de dossiers de réservation, on est très rapidement limité avec du Python en local. Donc finalement, on n'a pas trop rechigné à passer en SparkML, ça a plutôt été très très bien accepté, plutôt que d'attendre des heures que ça tourne et que ça fasse craquer toutes les machines. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Le seul truc, effectivement, c'est quand on veut commencer à faire des choses un peu plus custom, donc des transformers qui n'existent pas dans les librairies SparkML, là, ouais, un peu plus galère. Et donc c'est dans ces cadres-là qu'on a rencontré des petites difficultés avec l'envie irrépressible de revenir en scikit-learn. Mais bon, finalement, avec un peu d'effort, on arrive à repasser à quelque chose de plus compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, très rapidement, très souvent, les premiers MVP qu'on peut mettre, ça peut être des modèles assez simples. Et donc en général, ils sont dispo dans SparkML. Voilà. Est-ce que vous faites la mise à jour des modèles à partir des nouvelles données automatiquement? Alors justement, il y a des phases de réentraînement automatique de la donnée en fonction des modèles et des besoins. Parce que ça va surtout dépendre, est-ce que les données évoluent énormément dans le temps? Si ça reste des données similaires, en général, ça peut être des entraînements qui seront faits tous les mois, ou des fois ça pourrait être des entraînements faits toutes les semaines. Ça dépend vraiment en fait, des données et des modèles qu'on a besoin. Il y a certains modèles où on va refaire de l'entraînement qu'une fois tous les mois, et c'est amplement suffisant. Et du coup, pour suivre la mission d'introduction des modèles, qui monitoring, qui fait le monitoring des modèles? Alors, toute la partie justement monitoring, on va dire, du modèle, c'est la plateforme c'est l'équipe live, on va dire, qui s'occupe de cette partie-là. Les data scientists vont avoir remonté justement comment gérer ça, mais c'est la plateforme de live qui gère ces notions-là. Qui gère le monitoring vraiment technique, ouais. Est-ce que ça fonctionne bien. Après, le monitoring de performance, là pour le coup, il est crunché par les équipes live et remonté aux data scientists pour avoir une évolution et savoir à quel moment il faut potentiellement forcer un retrain des modèles. Donc le data scientist suit la performance et peut déclencher une réactualisation. Et à propos de data cleaning, c'est à quelle étape là? Alors, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir déjà, on va dire, l'étape de cleaning qui va être commune à différents projets. Soit justement à l'époque où on allait pouvoir récupérer des données sur la partie data warehouse, comme Pauline avait mentionné. À ce moment-là, c'était les équipes justement d'ingestion de données du data warehouse qui s'en occupaient. Pour la partie live, il y a une bonne partie de data cleaning qui est également gérée par les équipes qui gèrent la plateforme de live. En fait, une bonne partie des modèles va être chargée dans un contexte Spark, par exemple Java, sur lesquels ils vont l'appliquer. Donc ils vont déjà s'être occupés d'une partie de cleaning. Et sinon, il reste une petite partie de feature engineering et du coup de data processing, dans lequel il peut y avoir un cleaning de données supplémentaires fait au niveau du modèle. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux auxquels ça peut jouer. Et il y a encore des garde-fous après dans les modèles au moment des feature engineering. On essaye justement d'éviter On met des bloqueurs aussi pour éviter d'avoir des valeurs loufoques qui rentrent. Voilà. Avec une remontée si jamais il y a quelque chose de bizarre. Et ça c'est dans les data flows, ça se fait automatiquement. C'est ça. Pas d'autres questions? C'est par rapport à la différence entre faire tous les sanctuaires en local, en scikit-learn et en SparkML. Est-ce que vous avez observé des différences de performance ou des coefficients qui étaient différents? J'ai déjà entendu le fait que le distribué sur des volumes de données pas immenses, voilà, 1 million, une fois que c'est distribué, on peut avoir des changements de coefficients par rapport à ce à quoi on s'attendait. Alors on n'a jamais fait en ISO, c'est-à-dire qu'on n'a jamais essayé de dire sur le même dataset, en local et en distribué, on le fait tourner. On n'a jamais fait cette comparaison. On a travaillé en local sur 1 mois et après en distribué sur 1 an et plus. Et là, oui, c'est différent parce qu'on peut avoir ponctuellement des comportements biaisés sur des mois récents. Et donc oui, le distribué non seulement nous a permis de gagner aussi en performance globale,
et voilà, et puis de nous affranchir de ces biais. Merci.